Je signale que les vidéos des cours sont visibles sur le site du collège. Et je rappelle que ceci est le dernier cours à Paris pour cette année. Il y aura 3 cours à Grenoble en mai qui seront affichés ultérieurement. Aujourd'hui, je vais parler des hypertélescopes dans l'espace et de leur utilisation pour rechercher la vie et pour la cosmologie. Et nous aurons à 15h un séminaire par Andrea Chiavassa. Ah là, il y a une erreur, ce n'est pas l'Université de Liège, c'est l'Université de Bruxelles. La surface tachée de Betelgeuse, un zoom sur sa dynamique atmosphérique. Voilà Betelgeuse selon les modèles d'Andrea Chiavassa. Bon, je vais encore parler de ce qui est de mieux voir les étoiles, leurs planètes, la présence de vie, les galaxies, l'univers lointain. Alors, je rappelle que les essais d'hypertélescopes que nous démarrons sur Terre, ici dans l'Ubaye, nous servent entre autres à préparer, nous servirons, nous l'espérons, à faire de la science, une science plus poussée que ce qu'on pouvait faire avec les télescopes traditionnels, mais aussi à préparer des versions beaucoup plus grandes qui pourraient être en principe construites dans l'espace et qui, elles, permettront peut-être un jour, lorsqu'elles atteindront une échelle de l'ordre de 100 km, de former des images d'une exotère, c'est-à-dire une planète semblable à la Terre, qui se trouverait à 10 années-lumière, des images qui ressembleraient à ça. Suffisamment résolues pour voir la verdure, les nuages, etc. Bon, alors ces essais, je rappelle que ces essais terrestres démarrent dans ce vallon à 2100 mètres d'altitude, sous la forme d'une géométrie sphérique pavée de nombreux petits miroirs qui se comporteront à la façon d'un miroir géant pour former une image d'une étoile sur une caméra qui sera située ici sur la surface focale du miroir géant ou bien par un renvoi au sol ici sur une autre caméra. Dans un premier temps, il s'agit d'obtenir des interférences avec 2 petits miroirs et ensuite avec de nombreux miroirs, une centaine peut-être, disposés selon une configuration de 57 mètres de diamètre. Et ensuite, ça pourra être agrandi peut-être à 200 mètres. Et ensuite, si tout se passe bien, on pourra envisager 1 kilomètre sous forme d'une installation plus importante, pas forcément sur le même site. Et tout cela, bien sûr, en attendant l'espace. Et voilà le câble qui a déjà été mis en place et qui portera la caméra. Les miroirs n'ont pas encore été disposés. Alors, passons à l'espace. L'un des buts, c'est de voir de plus près les planètes extrasolaires. Vous savez qu'on en a découvert plusieurs centaines depuis une douzaine d'années, une quinzaine d'années. Et qu'on commence à se demander comment les voir mieux, et notamment essayer de voir si on peut obtenir des images résolues montrant des détails, et lesquels détails aideront beaucoup à juger si ces planètes sont porteuses de vie. Bon, lorsqu'on voit des taches vertes comme ceci, dont la couleur change en automne, ça peut être une indication précieuse. Alors, pardon, ça c'est une simulation. C'est une simulation réaliste, du moins nous l'espérons réaliste, de ce que donnerait un hypertélescope de 100 km de diamètre, avec une pause de quelques heures, sur une planète qui serait à 10 années-lumière. Bon, alors cet hypertélescope peut être réalisé sous la forme d'une flottille d'une centaine de miroirs de 3 mètres, par exemple,
pour avoir collecté suffisamment de lumière pour avoir un temps de pause raisonnablement court. Mais ça peut aussi être fait sous forme d'une flottille de tout petits miroirs qui semblent avantageuses à différents points de vue. Par exemple, 10 000 à 1 million de tout petits miroirs de 3 cm, ce qui donnerait une surface de quelques centaines de mètres carrés. Leur espacement serait de 1000 mètres à 100 mètres. La masse totale serait seulement 250 kg, donc ce serait une chose relativement modeste, beaucoup moins lourde à lancer que le télescope Hubble, grâce au fait que ces petits miroirs seraient également très minces, quelques dizaines de microns, et donc relativement légers. Bon, alors voilà par exemple, vous auriez 100 000 miroirs de 3 cm, dont l'espacement serait de 316 mètres, ce qui vous donnerait un champ d'imagerie directe de l'ordre de 1,6 nanoradians, ou un tiers de milliseconde d'arc, et la résolution angulaire en lumière visible serait à peu près 1 micro-arc-seconde, c'est-à-dire un facteur 1 million d'amélioration par rapport à l'observation traditionnelle en optique qui est limitée par la turbulence. Vous savez que tous les télescopes plus grands que des télescopes d'amateurs gros comme ça commencent à être limités par la turbulence de l'atmosphère. Alors, tous ces petits miroirs seraient piégés par des rayons de laser, et les émetteurs, l'optique émettrice de ces rayons de laser aurait un diamètre de l'ordre de quelques mètres. Elle pourrait être diluée éventuellement. La masse de chaque miroir serait 2,3 grammes, ce qui ferait 236 kg pour 100 000 miroirs. Alors, l'un des dangers dans l'espace, c'est les micrométéorites. Il n'y a pas de tsunami, mais il y a des micrométéorites. Et les plus petites sont les plus nombreuses, de beaucoup. Et par exemple, des météorites de 1 micron qui suffisent à faire des dégâts sur ce genre de miroir, vous en auriez 2,4 par an pour chacun des petits miroirs. Bon, et ce qui propulserait le petit miroir environ 1 centième de micron par seconde, ce qui n'est pas catastrophique, ce serait éventuellement rattrapable. Et de toute façon, si on perd des miroirs, ce n'est pas très grave quand on en a un très grand nombre. Alors, une autre version encore plus grande pourrait servir à regarder des objets mystérieux extrêmement compacts comme les étoiles à neutrons. Bon, les étoiles à neutrons, ce sont des étoiles hyper denses où les électrons sont rentrés dans les noyaux des atomes. Et un exemple classique, c'est le pulsar du crabe, qui est l'une des petites étoiles qui se trouve au milieu de ce résidu d'explosion de supernova qui a été signalé par les Chinois en 1054, et où on voit actuellement cette chose-là, qui est le résidu en expansion de l'explosion. Et cette petite étoile s'éteint 33 fois par seconde. 30 fois par seconde. Son diamètre supposé est 20 km. Et donc, si on veut voir de plus près les mystères de cet objet, il faut une très très grande base interférométrique, une très grande ouverture diluée. Par exemple, 100 000 km ou même 1 million de kilomètres. Bon, alors jusque récemment, c'était pas envisageable de faire des choses aussi grandes en optique, mais le concept d'hypertélescope, en principe, le permet. Sur le papier, ça marche. Est-ce que ça marchera un jour? En réalité, on ne sait pas, mais ça capte efficacement la lumière. Il y aura une ouverture extrêmement diluée.
pourvu qu'on ne soit pas trop gêné par la turbulence gravitationnelle, mais pour l'instant, on ne sait pas trop si ce sera une gêne réelle. Alors, j'ai montré aussi ces images de concepts qui ont été proposés depuis combien? Bientôt 30 ans, et de différentes versions d'interféromètres dans l'espace, utilisant des flottilles. Si on veut faire quelque chose de très grand dans l'espace, ça ne peut pas être une structure rigide. Il y a bien eu quelques propositions de faire une poutre de 100 mètres de long, par exemple, qui flotterait dans l'espace et qui porterait quelques miroirs, mais finalement, une poutre de 100 mètres de long, elle ne serait pas très rigide. Elle fléchirait lorsque les fusées se mettent en route. Et donc, c'est peut-être plus avantageux, surtout si on veut aller au-delà de 100 mètres, c'est plus avantageux de faire carrément une flottille d'engins indépendants, mais pilotée de façon extrêmement précise pour reconstituer un miroir géant dilué avec toute la précision que requiert l'optique, c'est-à-dire typiquement un dixième de micron dans le visible. Bon, donc nous avions ensuite fait une proposition assez détaillée à l'Agence spatiale européenne qui a estimé que ce n'était pas encore mûr pour elle, trop difficile pour elle, où nous avions des miroirs portés par des petites voiles solaires avec un système de pointage qui serait suffisamment précis. Et puis nous avons envisagé des versions panoramiques où vous mettez carrément tous les miroirs sur une espèce de bulle virtuelle sphérique, de sorte que vous avez un télescope qui peut regarder n'importe où dans l'univers, partout à la fois, à condition de mettre sur la surface focale ici suffisamment de caméras qui récoltent la lumière focalisée sur cette surface par le miroir. Alors la lumière est mal focalisée parce qu'un miroir sphérique focalise mal. Ce qui focalise bien, c'est un miroir parabolique, mais un miroir parabolique a l'inconvénient de ne pouvoir regarder que sur son axe, qu'une étoile située dans la direction de son axe. Autrement, il a des défauts d'imagerie, notamment l'aberration de coma. Et un miroir sphérique peut, lui, être panoramique, mais il faut rajouter ici, près de la caméra, au moins un ou deux miroirs pour corriger le défaut du grand miroir qui est ici. Bon, j'ai mentionné les essais très récents faits par une collaboration entre la France et la Suède, utilisant des tout petits satellites équipés de toutes petites fusées pour tester le vol en formation et la précision possible d'un vol en formation. Alors ça a très bien marché, c'est une petite expérience qui n'a pas coûté très cher, qui a été mise en route rapidement, qui a très bien marché. Il y a des vidéos sur le site internet et on peut voir le mouvement relatif d'un satellite par rapport à l'autre, qui fait toutes sortes d'acrobaties. Et donc c'est très encourageant pour de futures flottilles qui seraient pilotées de façon très précise. Bon, alors j'en arrive à l'idée de propulser non pas par des fusées, des miroirs. Les fusées ont des inconvénients. D'abord, elles ont une durée de vie limitée. Ensuite, elles polluent les miroirs par leur gaz d'échappement. Et puis, elles sont assez compliquées et pas toujours très fiables et relativement coûteuses. Une autre solution, c'est la propulsion par des voiles solaires dont j'ai parlé. Et une troisième solution, ce serait propulsion par des rayons de laser. Quand vous envoyez un rayon de laser sur quelque chose, ça exerce une force extrêmement faible dessus. Par exemple, 6 micronewtons. Si vous mettez 1 mètre carré de miroir au soleil, il reçoit une poussée qui est de l'ordre de 6 micronewtons. C'est très très faible, mais comme l'espace est calme, il y a peu de courant d'air, étant donné qu'il n'y a pas d'air, ça peut suffire pour balader délicatement des miroirs. Bon, alors, si c'est un laser, donc vous avez votre miroir ici, vous envoyez un rayon de laser dessus qui se réfléchit et vous avez une force extrêmement faible qui est exercée. Je m'aperçois que ma flèche est à l'envers, elle devrait être par là. Le miroir est repoussé.
Bon, et la force qui est exercée, c'est deux fois parce que c'est un miroir, ce serait une fois seulement si c'était du carton noir. 2 fois P sur C. P, c'est la puissance du laser, et C, c'est la vitesse de la lumière. Par exemple, si vous avez un laser de 1 watt, ce qui est déjà un laser beaucoup plus costaud que celui-là, un laser de 1 watt, ça fera un trou dans l'écran, eh bien, la force, c'est 6 nanonewtons, c'est extrêmement faible. Alors, pour augmenter cette force, on peut faire des réflexions multiples. C'est que si vous mettez 2 miroirs face à face et que vous envoyez un rayon de lumière sur l'un par l'intérieur, là, il se réfléchit, il tape sur l'autre, il revient, ce qui fait ce qu'on appelle une cavité résonante. Et du coup, ça multiplie l'effet de pression de radiation. Et si vos miroirs sont très réfléchissants, le nombre d'allers-retours peut être très grand, par exemple 20 000 fois. Donc ça multiplie par 20 000 la force exercée sur le miroir. Là encore, j'ai mis la flèche à l'envers. La force est dans l'autre sens, elle pousse le miroir. Alors malheureusement, ça ne marche que dans un sens. On peut pousser un miroir, mais on ne peut pas le tirer. On ne peut pas le tirer, et les propositions qui ont été faites utilisaient un laser comme ça pour pousser, mais il fallait une ficelle pour le tirer. Ce qui retire beaucoup du charme de la chose. Et alors, on peut quand même tirer dans une certaine mesure. Par exemple, si vous envoyez un faisceau de laser convergent sur une lentille, les rayons sont déviés ici comme ceci. Si la lentille est au foyer, si le foyer de la lentille correspond à celui du laser, et le fait que ce rayon soit brisé ici implique qu'il y a une force de pression de radiation qui s'exerce comme ceci, suivant la bissectrice des 2 rayons. Là, cette fois-ci, la flèche est à l'endroit, je ne me suis pas trompé, sauf erreur. Et du coup, il y a une composante de cette force. La composante radiale s'annule avec l'autre, ici par symétrie, mais la composante axiale, qui est comme ceci, si est dans le bon sens, là, veut dire que la lentille est tirée et aspirée par le faisceau laser, en quelque sorte, elle est tirée vers ceci. Alors, il se peut qu'en combinant ce genre de choses et ce genre de choses, on arrive à faire des géométries utilisables, mais ce n'est pas évident. Voilà, alors, j'avais déjà décrit l'an dernier cette idée de faire une flottille géante de tout petits miroirs, par exemple 3 cm, qui ressembleraient à ça, lesquels seraient pilotés, piégés par des faisceaux laser par effet d'interférence. En gros, la géométrie serait donc quelque chose comme ça. Vous auriez un laser ici qui éclaire une lentille là, et puis alors une lame séparatrice ici, qui réfléchit la moitié de la lumière vers ici, sur un miroir qui est là, et l'autre moitié de la lumière sur un autre miroir qui est là. Ces 2 miroirs font diverger, ils sont convexes, vous voyez, ils font diverger la lumière là, et dans cette zone-là, les rayons se croisent et font des interférences. Et ces interférences, c'est une espèce de feuilletage de lumière. Vous avez déjà vu un gâteau millefeuille chez le pâtissier. Imaginez un millefeuille de lumière. Vous avez des couches alternées d'obscurité et de lumière. Et si vous mettez un petit miroir ici, il a tendance, un semi-miroir, un miroir semi-transparent ici, il a tendance à se piéger sur les feuilles de lumière et à y rester collé. Bon, et une fois qu'il est collé, on peut s'arranger pour que la forme générale de la feuille du millefeuille soit une parabole, par exemple, de manière à ce que la lumière d'une étoile lointaine soit réfléchie par cette parabole et vienne se focaliser sur une caméra qui serait ici. Bon,
Alors, il faut que j'explique un peu comment ça marche. Donc, chacun des petits miroirs ici reçoit un rayon de lumière de chaque côté. Là, j'ai représenté, voilà les rayons, c'est les flèches bleues. Là, mais j'ai représenté aussi un petit morceau de surface d'onde correspondant. Et l'interférence, donc, est ce millefeuille de lumière dont l'espacement des feuilles est une demi-longueur d'onde, c'est-à-dire à peu près un quart de micron en lumière visible. Alors, à quoi ressemble ce petit miroir? Eh bien, ça se vend dans le commerce, par exemple, sous la forme de ces petits miroirs formés d'une très fine membrane de collodion, tendue sur un petit cadre polyoptiquement. Donc, le collodion est extrêmement plan, sa surface est plane, très précise, et il est recouvert d'une couche semi-transparente d'aluminium, par exemple, pour réfléchir la moitié de la lumière. Alors vous me direz, ce n'est pas une surface plane qu'on veut ici, c'est une surface légèrement concave, mais en fait le miroir est tellement petit que ça ne fait pas de différence. La différence entre la forme plane et la forme concave fait moins d'un quart de longueur d'onde, donc la lumière ne s'en aperçoit pas. Bon, on peut aussi utiliser comme membrane une membrane en diamant. Là aussi, ça se vend dans le commerce. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus solide que le collodion et de résister beaucoup mieux aux rayons ultraviolets qui se baladent dans l'espace. Et ça ne coûte pas très cher, même si la dimension de 3 cm est bien supérieure à celle des diamants qu'on utilise pour faire de la bijouterie. Il faut dire que ce n'est pas du diamant monocristallin, c'est du diamant polycristallin, qui est fabriqué non pas en taillant un gros diamant, mais en déposant à partir d'une vapeur, sur un substrat qu'on retient ensuite. Bon, alors, voilà le millefeuille de lumière. Vous avez donc un rayon de laser qui arrive comme ça, un autre qui arrive de l'autre côté, et l'interférence par endroit, là où les deux rayons arrivent en phase, l'interférence est constructive, vous avez de la lumière intense, et là où ça arrive en opposition de phase, elle est destructive, la lumière détruit la lumière, et vous avez de l'obscurité. D'où ce millefeuille de lumière. Et l'orientation des feuilles du millefeuille, c'est la bisectrice des deux rayons de lumière. Alors, si vous mettez un morceau de verre recouvert d'une mince couche semi-réfléchissante, eh bien, ce rayon-là qui arrive dessus, la moitié va être transmise et la moitié va être réfléchie comme ceci. Mais vous allez aussi avoir de ce côté-là la moitié de l'autre rayon qui arrive ici et qui va être transmise. Et donc, ces deux rayons-là vont interférer et selon la position de la lame, si vous variez la position de la lame, ça varie la phase de la vibration réfléchie. Ça ne change pas la phase de la vibration transmise, mais celle-là est sensible à la position de la lame. Donc, vous aurez soit une interférence constructive ou destructive ou autre chose, ici, selon la position de la lame. Et puis, la même chose de l'autre côté, mais en général, quand c'est constructif ici, ça va être destructif ici, pour raison de conservation d'énergie. L'énergie totale est la même à l'entrée et à la sortie, si la couche mince ici n'absorbe pas de lumière. Bon. Alors, lorsque la sortie de la lumière, donc la sortie de la lumière tend à se faire d'un côté ou de l'autre, ou bien partagée entre les deux. Lorsqu'elle se fait d'un côté, le miroir est repoussé de l'autre côté par la pression de radiation, et réciproquement. De sorte que le miroir est piégé dans des maxima de potentiel, si vous voulez,
lorsqu'il se déplace un tout petit peu, la lumière sort d'un côté ou de l'autre, donc il tend à se mettre entre les deux états possibles et à rester piégé là, à condition qu'on puisse amortir ces oscillations. Alors une autre façon de raisonner, c'est de dire ces deux faisceaux font des interférences de lumière qui se comportent comme une espèce de millefeuille de lumière ici, et la lame a tendance à se piéger sur l'une des feuilles. Bon, on peut raisonner d'une façon ou de l'autre. Bon, mais on veut que la lame se piège non pas sur n'importe quelle feuille du millefeuille, mais sur une feuille, et la même pour tous les miroirs, parce que cette surface de millefeuille se prolonge virtuellement vers les autres miroirs beaucoup plus loin, et on veut que tous les miroirs se positionnent sur la même feuille. Bon, alors pour ça, il faut travailler avec plusieurs longueurs d'onde. Jusqu'ici, on a raisonné avec de la lumière rouge, mais si on met aussi de la lumière bleue et toutes les autres couleurs, si on met de la lumière bleue, les feuilles sont plus serrées, puisque c'est lambda sur 2, la moitié de la longueur d'onde. La longueur d'onde bleue est plus courte. Donc, et si on met toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire de la lumière blanche, eh bien, la superposition, alors toutes ces feuilles ont toutes ces couleurs, tous ces interférogrammes dans les différentes couleurs, ont tous une frange centrale commune. Il existe une position, ici celle-là par exemple, qui est à la fois un maximum pour le rouge et pour le bleu, et pour toutes les autres couleurs. Et si vous avez toutes les couleurs, vous aurez ici une interférence blanche. Alors que pour les autres positions, vous aurez des différences selon les couleurs parce que l'espacement n'est pas le même. Bon, on appelle ça la frange centrale de l'interférogramme. Et sa position est définie par le fait que les trajets de lumière depuis l'autre séparatrice qui a servi à séparer les deux rayons, les trajets de lumière de chaque côté, sont exactement égaux. Bon, alors, en pratique, on va essayer de piéger la lame sur la frange centrale blanche. Une façon de le faire, c'est de prendre un laser dont la couleur peut être réglée. Par exemple, vous avez un bouton sur certains lasers, vous avez un bouton derrière, vous tournez le bouton, ça change de couleur. Bon, ben, vous prenez un laser comme ça, vous le mettez d'abord en rouge. La lame se piège sur une interférence quelconque, sur une feuille quelconque, et puis vous tournez le bouton vers le bleu, et les interférences vont se rétrécir. Et du coup, la lame va être attirée vers la frange centrale, parce que tout se rétrécit de part et d'autre de la frange centrale. Bon, et puis ensuite, vous repassez brusquement au rouge, vous repiégez dans le rouge, et puis vous recommencez. Puis vous recommencez un grand nombre de fois, ce qui petit à petit va vous amener la lame vers la vraie frange centrale. Alors ça n'a jamais été essayé encore, mais enfin sur le papier, ça marche. Bon, alors évidemment, le diable se niche dans les détails, comme disaient les anciens. Et il faut regarder aussi comment empêcher que la lame se sauve latéralement. Bon, vous avez les rayons laser ici. Alors, pour l'empêcher de se sauver latéralement, il faut la piéger latéralement. Parce qu'en fait, les faisceaux laser qui arrivent, là, on va s'arranger pour que leur largeur corresponde à peu près à celle du miroir. Si on la fait beaucoup plus large, on va perdre de la lumière. Et la lumière est rare et chère. Donc, on va s'arranger pour projeter des rayons laser qui couvrent à peu près la surface du miroir. Bon. Alors, si vous prenez comme petit cadre, le cadre qui tient la lame, s'il est transparent vert avec un profil prismatique, eh bien, les rayons laser qui tapent au bord, là, vont être déviés comme ceci par le prisme. Et du coup, l'équilibre latéral des pressions de radiation va être sensible à la position latérale de la lame, parce que si elle se déplace sur le côté, elle va recevoir plus de lumière de ce laser-là et moins de ce laser-là, et
la force de radiation va être plus forte ici, ça va pousser la lame latéralement et ça va la recentrer. Donc il y a un autocentrage, elle se recentre toute seule sur le faisceau de laser, comme une balle de ping-pong se centre sur un jet d'eau. Alors ce genre d'effet a été, lui, observé en laboratoire. Les biologistes maintenant utilisent souvent des rayons de laser comme ça pour piéger une bactérie ou un globule rouge sous un microscope. Et ils arrivent à le balader comme si c'était une pincette extrêmement fine, extrêmement sensible, comme ça en suivant le spot laser. Voilà, donc la force qui apparaît lorsque le rayon est dévié et qui a tendance à recentrer la lame dans le faisceau. Bon, et puis c'est pas tout. Il faut amortir les oscillations. Sinon, ça n'arrête pas d'osciller et ça peut s'échapper. Alors pour ça, il faut dissiper l'énergie d'oscillation. On pourrait imaginer mettre des micro-amortisseurs, fixer des espèces de moustaches sur le bord de la lame, portant une petite masse, comme une cerise si vous voulez, et à condition que le ressort ici soit un ressort inélastique qui absorbe de l'énergie, eh bien les mouvements vont à ce moment-là exciter la mécanique là, et conduire à une absorption de l'énergie d'oscillation. Alors les mouvements comme ça, mais aussi comme ça, et éventuellement en rotation. Alors on peut imaginer aussi un système d'amortisseur optique, mais il n'est pas certain que ça marche bien. Alors un amortisseur optique, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Voilà votre lame. Vous mettez sur les faces un réseau de diffraction pour qu'une partie de la lumière soit redirigée vers l'intérieur de la lame, se réfléchisse à un miroir au bout, un autre miroir au bout, ça vous fait une cavité, genre cavité laser, avec des ondes stationnaires dedans. Et comme il y a une assez grande longueur ici, par exemple 30 mm, ça a une bonne sélectivité spectrale, c'est que les modes d'une cavité laser, leur espacement spectral dépend de inversement proportionnel à la longueur de la cavité. Et du coup, ça devient relativement sensible à des variations d'inclinaison de la lame. Et ça peut éventuellement faire un couplage qui produit un amortissement. Vous avez un décalage Doppler dû au mouvement de la lame, mais ça fait un amortissement qui peut être suffisant pour amortir ce qu'on veut. Mais c'est à vérifier, c'est pas certain que ça marche. Bon, vous pouvez faire la même chose en mettant un type de réseau qu'on appelle un cristal photonique, qui est une espèce d'empilement régulier à 3 dimensions de nanobilles transparentes, par exemple, bien réguliers, rangés bien régulièrement comme des œufs dans un carton à œufs. Alors, en laboratoire, ce genre de dispositif a permis de refroidir par laser des structures. Et alors, refroidir, ce serait intéressant en l'occurrence pour observer l'infrarouge. Bon, vous savez que quand on veut observer de l'infrarouge, en particulier de l'infrarouge lointain, si le miroir est chaud, ça ne marche plus parce que le miroir lui-même émet de l'infrarouge qui contamine l'image sur la caméra. Bon, il faut refroidir la caméra, mais il faut aussi refroidir le miroir. Refroidir le miroir et tout ce qui traîne comme ferraille portant le miroir, etc. Par exemple, cette barre-là qui est dans le faisceau du miroir, là pour le télescope JWST, il serait bon qu'elle soit refroidie aussi. Sinon, elle va émettre de l'infrarouge. Donc, si nous voulons que notre miroir piégé fonctionne dans l'infrarouge lointain, il serait intéressant de parvenir à refroidir les miroirs. Sur le télescope JWST,
qui nous a été décrit par Anthony Boccaletti il y a quelques semaines. Ce refroidissement est fait par un parasol de luxe à 4 couches ou 5 couches, à moins que ce soit 7, métallisé, qui empêche la chaleur solaire d'arriver. Le miroir se trouve à l'ombre et refroidi de ce fait. Là, peut-être que le laser pourrait contribuer à refroidir le miroir. Alors, par quel mécanisme? Bon, là, vous avez le miroir. Le miroir est plein d'atomes qui sont agités de mouvements aléatoires, mouvements browniens. Et c'est ça la température. Et si vous... alors, une partie de ce mouvement aléatoire se transmet à la position des faces. Et la lame, en quelque sorte, si on la regarde de très près, on s'aperçoit qu'elle gigote à cause de ce mouvement de ces atomes. Si on bloque ce mouvement, si on bloque le mouvement global de la lame avec le laser et qu'on extrait l'énergie correspondante, et bien ça veut dire qu'on extrait de l'énergie thermique de la lame et que donc on contribue à la refroidir. Bon, alors autre détail pratique. Il faut un laser. Ce laser, on peut avoir intérêt à le mettre assez loin du système, à un endroit où il y a de la lumière du soleil qui permet d'alimenter des photopiles, lesquelles vont alimenter le laser. Alors que ça, on aurait plutôt intérêt à ce que ce soit à l'ombre d'une planète, par exemple. Et il faut envoyer 2 faisceaux, un qui va ici, on ne le voit pas très bien, pour éclairer l'ensemble, et l'autre qui va ici pour éclairer l'ensemble. Bon, et puis il faut une caméra ici pour filmer l'étoile. Bon, alors on voudra avoir aussi peu de satellites que possible. Il en faut au moins un ici qui porte le laser et un peu d'optique pour séparer les 2 faisceaux. Et il en faut un ici qui porte la caméra et ce miroir convexe qui peut être relativement près de la caméra. Alors, il y a quand même un problème là, c'est que si on met la séparatrice la voilà, c'est elle qui sépare les 2 faisceaux. Et si on la met tout près du laser, les trajets optiques vont être très inégaux. Les trajets optiques le long de ce faisceau-là et le long de l'autre vont être très inégaux, et ce qui n'est pas bon, à moins de mettre une ligne à retard sur l'un des faisceaux, ou une ligne à retard virtuelle, c'est-à-dire quelque chose qui réarrange les composantes du spectre du laser pour faire comme si tout était réglé avec une ligne à retard. Bon, et puis il faut trouver un site pour mettre tout ça. Alors un site intéressant, qui est intéressant pour beaucoup d'autres télescopes spatiaux et qui commence à être colonisé, c'est le point de Lagrange L2 de Terre-Soleil. Le Soleil, il est quelque part par là, très loin. Ça, c'est la Terre. Et dans le cône d'ombre derrière, à 1 500 000 km, il y a encore pas mal d'ombre. Vous avez le point de Lagrange L2 où l'attraction du Soleil et de la Terre se compense, combinée avec la force centrifuge, et qui est un point de stabilité. La gravité résiduelle y est extrêmement faible, de sorte que si vous lâchez un objet à cet endroit-là, il bouge presque pas. Bon, et il n'est pas totalement bloqué, mais il suffit de très peu de fusées ultra faibles pour le maintenir là. Bon, alors, donc l'engin sera ici, ce sera un bon endroit, d'autant plus que c'est partiellement à l'ombre. Et le laser, par contre, lui, il faudrait qu'il soit un petit peu plus loin, là où il recevrait la lumière du soleil pour ses panneaux. Bon, et puis l'étoile visée, ça pourrait être là, par exemple. Alors, au cours de l'année, la Terre tourne autour du soleil, donc on pourrait changer, bien sûr, l'étoile visée, on pourrait observer toutes les étoiles qui sont perpendiculaires à la ligne Terre-Soleil, et puis ce cercle se déplacerait au cours de l'année sur la sphère céleste. Alors, est-ce que ce serait
possible de faire une flottille comme ça qui aurait une dimension de 100 km, par exemple, pour faire une version imageur de ExoTerre piégé par laser. A priori, oui. A priori, oui, sous réserve de vérification. Alors, il est relativement facile de modéliser ce système qui finalement est assez simple, avec la pression de radiation, etc. Mais il faut quand même vérifier en laboratoire qu'on ne s'est pas trompé. Et les collègues Umberto Bortolozzo et Stefania Residori à l'université de Nice, Sophie Antipolis, ont construit un montage de laboratoire dans l'ultravide, avec, en suspendant un petit miroir à un fil très fin, fil de torsion très fin, selon un montage classique pour les sismographes, qui permet d'avoir une période apparente d'oscillation. Ça donne l'équivalent d'un pendule qui ferait 1 km de long, mais qui tient dans le laboratoire. Et ils envoient 2 faisceaux de laser sur ce petit miroir et obtiennent des interférences et essayent de voir s'ils arrivent avec le laser à déplacer le miroir comme on le voudrait. Mais pour l'instant, ils ont un gros problème, c'est que le montage est trop sensible, le bâtiment vibre, la séparatrice se déplace et les interférences se baladent, et pour l'instant, ils n'arrivent pas à voir si en coupant et en allumant le laser, ça fait une différence. Bon, mais on espère trouver un moyen de vérifier ça. Et si ça marche, il sera logique de faire un essai plus poussé dans la Station spatiale internationale, où il y a peu de gravité, combien 10-0,2 micro-G, ce qui fait 2 microns par seconde carrée d'accélération résiduelle. C'est pas très très stable, ça se balance. Lorsque les astronautes bougent, ça fait tout vibrer. Vous savez qu'il y a un laboratoire européen, Columbus, qui a des racks d'électronique, et certains de ces racks sont reliés à l'extérieur, au vide, par un tuyau, et donc on aurait l'ultravide sur place. Il suffirait de mettre une boîte là-dedans, reliée à l'extérieur, pour pouvoir faire des essais. Alors il se trouve que Umberto Bortolozzo a, il y a quelques années, travaillé sur une expérience de microgravité où il était à bord d'un avion en piqué. Vous savez que si vous piquez en avion, vous pouvez annuler la gravité, pas pendant très longtemps, parce que ça dure quelques secondes ou une minute. Et ensuite, il faut remonter. Et il se porte candidat pour faire ce travail. Bon, alors, comment. Alors, donc, si on arrive à faire un système de 100 km comme ceci, alors du fait que la puissance du laser est répartie sur chaque petit miroir et n'est pas perdue entre les miroirs, donc vous avez là peut-être 1 million de miroirs sur 100 km. Et vu de plus près, ça ressemblerait à ça. Par exemple, si on dispose des miroirs de façon régulière, périodique, mais ce n'est pas forcément la meilleure configuration. Et la puissance du laser est divisée sur tous les petits miroirs. Bon, donc si vous avez une flottille de 100 km, la résolution, ce serait une microseconde d'arc, ce qui, à la distance de l'exotère 10 années-lumière, donnerait une résolution de 500 km à sa surface. Bon, alors c'est assez pour distinguer, largement assez pour distinguer l'Amazonie ou le bassin du Congo et voir la verdure qui s'y trouve. Bon, et on pourrait même avoir 4 pixels sur la France.
Alors vous pourriez avoir par exemple 1000 fois 1000 miroirs de 30 mm espacés de 100 mètres. Alors quelle disposition? Est-ce qu'il faut mieux une disposition périodique comme ça en grille ou bien non périodique? Alors par exemple en spirale. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir une disposition où les miroirs sont un peu plus espacés au bord qu'au centre, parce que ça produit de l'apodisation dans l'image, c'est-à-dire que ça vous donne une image de la planète ou de l'étoile, avec l'étoile associée, où la lumière de l'étoile va moins contaminer la planète extrêmement faible qu'on essaye de voir à côté. L'étoile mère de la planète est typiquement, si c'est une Terre, est typiquement 1 milliard ou 10 milliards de fois plus brillante que la planète, et ça c'est une très grosse difficulté d'arriver à nettoyer l'image, avoir une image très pure qui permette de distinguer la faible planète près de l'étoile brillante. Alors de ce point de vue-là, si vous prenez une disposition où les miroirs sont moins serrés vers le bord que vers le centre, vous avez une tâche de diffraction de l'ensemble qui n'a plus ces anneaux concentriques de la tâche de diffraction d'Airy classique, mais qui décroît plus fortement et donc est plus favorable pour observer la planète. Et cela peut même permettre d'éviter d'utiliser un coronographe, qui est un autre moyen de nettoyer l'image. Bon, alors ce système-là, dans cet exemple, la surface collectrice totale correspondrait à celle d'un télescope de 30 mètres monolithique, un peu comme celui que veulent construire les Américains actuellement. Vous savez que l'Europe veut construire un 42 mètres, si les budgets le permettent. Donc ça aura à peu près la même surface collectrice, et donc ça permettrait de voir sur le ciel des galaxies lointaines aussi faibles que celles qui seront accessibles avec ces grands instruments. Alors l'image, à quoi ressemblera-t-elle? Alors on peut déjà regarder l'image FISO, c'est-à-dire l'image brute qu'on obtiendrait sur une caméra située au foyer, sans faire de densification de pupille. Alors ça ressemblerait à ça. Vous auriez la fonction étalement en rouge là. Vous avez un pic d'interférence qui est un peu l'équivalent du pic de la tâche d'Airy, entouré d'anneaux ou à moins qu'il y ait de l'apodisation. Si il y a de l'apodisation, il n'y a pas d'anneaux. Cette image ferait donc une microseconde de diamètre angulaire. Et vous avez autour du pic, vous avez une zone sombre, et puis ensuite ça devient moins sombre, sauf si la disposition est périodique. Si la disposition est périodique, vous avez d'autres pics secondaires ici qui apparaissent. Bon, et puis alors la planète, alors typiquement, s'il n'y a pas d'erreur de positionnement des miroirs, vous auriez un halo de lumière, un halo avec des speckles de lumière diffusée autour, de lumière diffractée autour, dû au fait que les petits miroirs sont petits. Et ce halo pourrait être à un niveau de, par exemple, 10-4 ou 10-5 par rapport au sommet, ici, qui est à 1. Bon, et puis alors votre planète, la voilà, et elle est beaucoup plus faible, on a dit 1 milliard ou 10 milliards de fois plus faible, de sorte que son niveau ici est 10-9 à 10-10. Bon. Bon, et puis l'étoile, j'ai oublié de parler de l'étoile. L'étoile, elle, est résolue, c'est-à-dire son pic central, son image est beaucoup plus large est très résolue, est très grosse par rapport à la planète, donc son image est beaucoup plus large que la fonction d'étalement. Et si vous densifiez maintenant la pupille pour faire vraiment un hypertélescope, vous rétrécissez le halo, vous intensifiez l'image, par exemple 1 million de fois si vous densifiez 1000 fois, et ça peut aider, si vous densifiez partiellement, ça peut aider à mieux voir la planète.
Bon, alors je parlais de diminuer la densité des ouvertures vers les bords. Alors voilà quelques exemples. Ici, vous avez une disposition en spirale des ouvertures et une spirale calculée pour que la densité soit plus faible au bord qu'au centre. Voilà un autre exemple. Vous partez d'un quadrillage, vous lui faites une distorsion en coussinet et c'est plus écarté au bord qu'au centre. Alors dans ces deux cas, vous obtenez une bien meilleure visibilité de la planète dans l'image. Les simulations le montrent très bien. Bon, et puis alors, une autre façon classique de mieux voir quelque chose de faible près de quelque chose de brillant, c'est ce qu'on appelle les coronographes. Nous en avons beaucoup parlé. Voici un exemple sur un télescope américain où, pour essayer de voir des planètes toutes proches d'une étoile brillante, on a mis un coronographe qui atténue très fortement l'étoile brillante, qui la masque presque entièrement, et du coup, on voit beaucoup mieux apparaître les planètes qui sont ici. Et alors ça, c'est la zone qui n'est pas traitée à l'extérieur, et vous voyez les speckles produits par l'étoile, loin de son pic central, et lesquels sont dispersés en lumière blanche, comme leur dimension dépend de la longueur d'onde, ça fait des espèces de traînées d'arc-en-ciel. Bon, ça c'est une autre image de coronographe prise par le coronographe du télescope Hubble, montrant le disque de poussière qui apparaît autour d'une étoile, disque qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas le coronographe. Et puis une autre image du télescope Hubble où on voit une étoile qui est cachée là par le coronographe et un halo qui est un disque de poussière autour de l'étoile. Et quelques années après, on s'est aperçu que quelque part par ici, l'un de ces petits grains brillants auxquels personne n'avait prêté attention s'était légèrement déplacé en 2 ans. Et apparemment, ce petit grain brillant, ce n'est pas un grain brillant, c'est une planète qui a bougé en 2 ans. Et là, c'est une étoile du fond de l'arrière-plan. Bon, alors, au point où on en est, disons quelques mots de flottille encore plus grande. On peut se demander quelle est la limite de dimension. Est-ce que ce serait 1 million de kilomètres? Est-ce que ça permettrait de faire un imageur d'étoiles à neutrons pour regarder le pulsar du crabe qui se trouve quelque part par là? Alors le problème, si vous faites des dimensions aussi grandes, c'est que les petits miroirs ici, il ne faut pas qu'ils soient trop petits, parce que s'ils sont trop petits, ils vont vous diffracter la lumière de l'étoile, et quand elle va arriver ici près de la caméra, le faisceau va être extrêmement élargi par la diffraction, et vous n'arriverez pas à avoir un miroir suffisamment grand ici pour la capturer. Alors, en pratique, par exemple, il faudrait un miroir de 8 mètres ici, et ici aussi, pour récupérer toute la lumière si on a 1 million de kilomètres ici. Alors, faire des miroirs de 8 mètres, bon, ce sera faisable un jour ou l'autre, puisque le JWST aura un miroir de 6 mètres, quelque chose, mais c'est quand même très cher. Enfin, en principe, ce sera faisable. Alors, on peut, pour éviter de payer ces grands miroirs de 8 mètres, on peut imaginer mettre des flottilles à la place, puisqu'on est dans les flottilles. Autant aller jusqu'au bout. Donc vous remplacez ce grand miroir par une petite flottille de 8 mètres, avec des petits miroirs piégés par laser peut-être. Et alors, très loin dans le plan focal, là c'est plutôt un foyer ou un pseudo-foyer, vous allez avoir la figure de diffraction de ceci, qui elle-même
va être un réseau de pics. Ici, c'est un quadrillage régulier. Ici aussi, vous allez avoir un quadrillage régulier de pics parce que la transformée de Fourier d'un réseau de Dirac périodique est un réseau de Dirac périodique, vous diront les physiciens. Donc, en mettant ici aussi une petite flottille de 8 mètres ou 10 mètres de petits miroirs, on pourrait espérer collecter toute la lumière ici efficacement. Bon, à vérifier en regardant de plus près. Bon, et puis au point où nous en sommes, vous savez qu'il y a des gens qui rêvent de détecter les intelligences extraterrestres et qui essaient de chercher d'écouter des signaux radio depuis 30 ans, sans succès pour l'instant. D'autres ont proposé de le faire en cherchant des signaux optiques. Charlie Towns en particulier, qui était l'inventeur des lasers, prix Nobel. Si l'on suppose que les extraterrestres sont plus malins que nous, ils ont peut-être déjà des grandes structures hypertélescopes piégées par laser. Et si c'est le cas, il y a un peu de lumière laser qui fuit et qui risque d'arriver jusqu'à nous et qui pourrait peut-être être détectable avec des télescopes suffisamment grands. Donc si c'est ça, c'est leur instrument. Ça, c'est leur planète. Leur instrument est au point Lagrange L2 de leur planète et de leur étoile. Et il y a des fuites de lumière laser qui passent à côté des miroirs et qui vont arroser le ciel jusqu'à nous, où nous avons un télescope ici. Bon. Alors, bien sûr, aussi, ces grands hypertélescopes seraient extrêmement intéressants pour l'observation astronomique classique, pour voir et mieux comprendre les objets mystérieux et lointains, les quasars, les galaxies lointaines, etc. Les sursauts gamma, les supernovas des galaxies extérieures, et les galaxies les plus lointaines, comme celle-ci. Ça, c'est les plus lointaines jamais observées grâce à une longue pause, une semaine ou plusieurs semaines faite par le télescope Hubble. Et ces galaxies fascinent les cosmologistes parce qu'ils pensent que le temps que la lumière met à nous en provenir est comparable à l'âge de l'univers, enfin une fraction non négligeable de l'âge de l'univers. Donc ils pensent que ces galaxies correspondent à ce qui s'est formé au début de la création de l'univers, dans la logique du Big Bang, à laquelle on n'est pas forcé de croire d'ailleurs. Pour moi, c'est un peu de la mythologie, mais enfin, je ne suis pas expert. Et donc, avec un hypertélescope, on pourra voir les objets les plus faibles que pourront voir des grands télescopes terrestres ou spatiaux, par exemple le télescope de 30 mètres dont je parlais tout à l'heure. On pourra voir ces objets, même les plus faibles, si la surface est comparable, si la surface collectrice est comparable, mais avec bien sûr une résolution bien plus élevée qui permettra de mieux voir les détails. Alors, des collègues qui font de l'infrarouge m'ont dit « mais oui, mais des petits miroirs, c'est peut-être bien pour le visible, petits miroirs nombreux, c'est peut-être mieux pour le visible, mais pour l'infrarouge, on risque d'avoir un problème avec le fond de ciel, avec la contamination du fond de ciel. » Bon, mais la réponse est que si on fait le calcul détaillé, on conclut que c'est aussi avantageux pour l'infrarouge. Ce problème de fond de ciel n'existe pas.